Bonjour à tous et bienvenue en Gare de Modane. Aujourd'hui, on se retrouve à bord d'une BB 36300. Nous allons effectuer un parcours haut-le-pied à destination du triage de Saint-Avre-la-Chambre, afin d'assurer la pousse du train numéro 47337 jusqu'à Modane. Après avoir effectué la préparation courante de la locomotive, nous allons annoncer au poste de la gare de Modane que nous sommes prêts au départ. Modane, poste de gare, je t'écoute pas. Modane, bonjour. Le haut-le-pied 336 sur la voie 26 au TLC 132. Je suis prêt à accéder au réseau. Ok, écoute, on va te donner le départ, pas de soucis. Merci, bonne journée à toi. Et bonne journée à toi. Le TLC, le tableau lumineux de correspondance, nous présente un T fixe. Son allumage nous autorise à nous mettre en mouvement depuis la voie 26. La gare de Modane est située à une altitude de 1057 mètres. Elle a été ouverte en septembre 1871 par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, plus connue sous le nom de PLM. Cette date coïncide avec l'ouverture du tunnel du Fréjus, dont la construction a débuté 14 ans plus tôt. Avec ses 13 km 6 de long, il est resté le plus long tunnel ferroviaire du monde jusqu'en 1882, date de l'ouverture du tunnel du Saint-Gothard. À droite, sur la voie 1, une locomotive BB 7200 approche de son terminus avec un TER en provenance de Chambéry-Challes-les-Eaux. Le TLC nous présente désormais le SLD, le signal lumineux d'autorisation de mouvement. Celui-ci nous autorise le départ en ligne, avec un peu d'avance sur l'horaire. Sur notre gauche, voici la célèbre rotonde de Modane. Construite en 1913, elle abrite 14 voies, dont 3 sont dédiées à la maintenance des locomotives. On peut y observer une BB 27000, future remplaçante des 36300 dans la Maurienne, qui auront malheureusement disparu du paysage ferroviaire français à la sortie de cette vidéo.
À droite, le faisceau export de Fourneau. Il permet des échanges entre les locomotives françaises et italiennes. En stationnement, cette rame Ambrogio est en relais. Elle attend de poursuivre son voyage vers le terminal italien de Candiolo, dans la périphérie de Turin. Elle effectue 3 fois par semaine la relation avec le terminal français de Mouguère, à proximité de Bayonne. C'est par le tunnel des Épines Blanches que nous amorçons, en pente de 22 pour 1000, notre longue descente dans la vallée de la Maurienne. Au terme de notre parcours de 37 km jusqu'à Saint-Avre, nous aurons perdu 610 mètres d'altitude. Cela représente une pente moyenne d'environ 17 pour 1000 sur l'ensemble du trajet. Compte tenu de la longueur et de l'importance du profil en Maurienne, la section de ligne entre Modane et Saint-Michel-Valloire est désignée, dans ce sens uniquement, comme une ligne à forte pente dans les documents techniques. Les circulations doivent y observer des règles spécifiques de composition, de freinage, de vitesse et de conduite. Nous avons ici un premier léger répit dans cette descente, au niveau de la sous-station d'alimentation électrique du Fresnay. Après le franchissement de l'autoroute A43, nous attaquons une section à 30 pour 1000, soit la déclivité maximale de la ligne, pour entrer dans le tunnel des Grandes Murailles. C'est en 1915 que Modane reçoit son électrification par caténaire triphasé, permettant aux locomotives électriques italiennes d'arriver en gare. Il faudra attendre les années 30 et l'apparition du troisième rail en 1500 volts continu pour que les locomotives électriques françaises de type 2CC2 puissent gravir la Maurienne depuis Chambéry. Ce système d'électrification est retenu à la place d'une caténaire classique en raison de sa robustesse face aux intempéries et de son faible coût d'installation. L'électrification par caténaire 1500 volts continu remplacera le troisième rail au milieu des années 70. Le 27 août 2023, dans l'après-midi, un éboulement de 20 000 m3 de roche s'est produit à hauteur de l'entrée du tunnel de la Brèche que nous approchons. Le trafic ferroviaire a dû être interrompu pendant près de 18 mois. La réouverture de la ligne de la Maurienne n'est intervenue que le 31 mars 2025, après de très lourds travaux de sécurisation de la falaise et de reconstruction de la voie ferrée. Durant cette période, en plus de l'arrêt des TGV Paris-Milan, transférés par bus, le trafic fret international pour l'Italie a dû être totalement repensé. Les trains de fret conventionnels ont été détournés par le point frontière de Vintimille. Les trains de combinés, eux, n'étant pas autorisés à circuler sur l'axe Marseille-Nice du fait de leur gabarit, ont été détournés via Metz, Mulhouse et Bâle. Le service de la FA, l'autoroute ferroviaire alpine, qui reliait Eyton à Orbassano au rythme de 4 allers-retours quotidiens, a été mis à l'arrêt pendant toute l'interruption du trafic, faute d'itinéraire de détournement. Et malheureusement, ce service de navette restera encore à l'arrêt pendant plusieurs années, malgré la réouverture de la ligne.
Au passage en gare de la Prat, comme vous pouvez le remarquer sur le profil, nous abordons ce qu'on appelle un palier de sécurité. Cette courte section de quelques centaines de mètres, au profil quasiment plat en plein cœur de la forte pente, permet aux lourds trains de marchandises de relâcher complètement les freins afin de limiter l'échauffement des semelles sur les roues. Si le conducteur devait visiter son train suite à une anomalie, il serait judicieux de s'arrêter dans cette section pour faciliter son immobilisation. En effet, pour partir à la visite de son train avec les freins desserrés dans une pente de 30 pour 1000, il faudrait utiliser pas moins de 12 cales anti-dérive. Voici à présent le second palier de sécurité, celui des berchettes, plus long que le précédent. Cette longue courbe à gauche permet d'observer facilement son train pour déceler toute anomalie, principalement liée au système de freinage. La forte pente est très contraignante pour les wagons. La vitesse y est limitée à 50 km/h pour les trains de marchandises, afin de ne pas engranger trop d'énergie cinétique et d'éviter tout emballement. Il existe deux méthodes pour descendre ce type de déclivité avec des trains lourds. La première est la méthode dite en dents de scie. Elle consiste à effectuer de grosses décélérations d'au moins 30 km/h afin de pouvoir ensuite desserrer les freins pendant au moins 1 minute. C'est le temps nécessaire à leur réalimentation complète. La seconde méthode est celle de la modérabilité. Elle consiste à circuler en permanence avec une pression dans les cylindres de frein de chaque wagon, tout en ajustant la dépression aussi bien à la hausse qu'à la baisse pour maintenir la vitesse limite. Les desserrages complets se font au niveau des deux paliers de sécurité. C'est cette seconde méthode qui est principalement utilisée par les conducteurs de trains lourds. En effet, la pente est tellement importante qu'une descente en dents de scie ne permettrait pas de réalimenter le frein pendant la minute nécessaire, ce qui entraînerait une perte d'efficacité du frein à chaque nouveau freinage. Ici, nous franchissons l'Arc par deux ponts successifs. Nous sommes au niveau d'Orel, sur ce qu'on appelle la déviation d'Anvers. À l'origine, la ligne passait de l'autre côté de la vallée, dans un tunnel creusé directement dans la montagne, le tunnel d'Anvers. À la fin du XIXe siècle, des mouvements de terrain provoquent des déformations importantes de ce tunnel. Il est alors décidé d'abandonner l'ouvrage et de dévier complètement la ligne sur la rive droite de l'Arc.
Cette déviation oblige la voie ferrée à traverser la rivière 2 fois de suite, ce qui explique ce double pont très caractéristique. Tout au long de notre descente, la voie ferrée suit de près l'Arc, la rivière principale de la vallée de la Maurienne. Elle prend sa source à plus de 2500 mètres d'altitude dans le massif des Alpes, au pied du col de l'Iseran, avant de parcourir un peu plus de 100 km jusqu'à son confluent avec l'Isère, aux abords de Saint-Pierre-d'Albigny. C'est cette rivière qui a façonné la vallée au fil du temps, en creusant ce couloir étroit où se serrent aujourd'hui l'autoroute, la route et la voie ferrée. Elle joue aussi un rôle important dans la production d'électricité. Ses eaux, ainsi que celles de ses affluents, alimentent plusieurs barrages et centrales hydroélectriques en Maurienne, comme le barrage du Montcenis ou la centrale de Villarodin. En approchant de la gare de Saint-Michel-Valloire, nous devons parler de l'accident qui s'est déroulé dans la nuit du 12 décembre 1917. Un train de permissionnaires, revenant du front italien, descend de Modane vers Chambéry dans la marche ML 3874. Il est composé d'une rame de 17 voitures italiennes pour une masse totale dépassant les 500 tonnes. Seules les 3 premières voitures sont raccordées au frein continu automatique. Le reste du freinage est actionné manuellement par 7 cheminots appelés serre-freins répartis dans le train. Dès la sortie de Modane, la vitesse augmente peu à peu dans le tunnel des Épines Blanches, puis devient rapidement incontrôlable à cause d'une utilisation trop tardive du frein continu et de l'inexpérience des serre-freins. Les paliers de sécurité ne suffisent pas à ralentir le convoi, qui passe la gare de la Prat à près de 100 km/h, tout frein serré, dans une immense gerbe d'étincelles. En approchant de Saint-Michel-de-Maurienne, le train file à plus de 120 km/h. Les voitures se détachent de la locomotive et déraillent dans une courbe. La majorité d'entre elles, en bois, se disloquent et s'embrasent quelques minutes après. On comptera officiellement plus de 435 morts parmi les soldats et de très nombreux blessés. L'accident restera longtemps occulté par la censure militaire avant d'être reconnu comme la plus grande catastrophe ferroviaire de l'histoire du pays. Établie à une altitude de 711 mètres,
la gare de Saint-Michel-Valloire est franchie avec 9 minutes d'avance sur la marche. L'agent circulation, en charge du poste d'aiguillage, est aussi chargé d'effectuer la STEM, la surveillance des trains en marche. Lors de chaque passage d'un train, il vérifie qu'aucune anomalie n'est présente sur le convoi, principalement en ce qui concerne les semelles de frein, afin de déceler tout blocage éventuel. Comme geste métier, les conducteurs, dans la mesure du possible, ont pour habitude de passer en gare avec les freins totalement desserrés, afin de faciliter la surveillance du train par l'agent circulation. Au-delà de la gare, la vitesse limite pour les trains haut le pied ainsi que pour les trains de marchandises passe de 60 à 70 km/h. La ligne n'est désormais plus considérée comme une ligne à forte pente. Le profil maximum ne dépassera plus les 23 pour 1000. Durant la suite de notre descente, nous allons croiser plusieurs chantiers liés à la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin. Le cœur du projet, côté transfrontalier, c'est le tunnel de base du Mont-Cenis, aussi appelé tunnel de base du Mont d'Ambin. Il fera 57,5 km de long entre Saint-Jean-de-Maurienne et la vallée de Suse, en Italie. Ce sera l'un des plus longs tunnels ferroviaires du monde. Ce tunnel de base sera bitube, avec 2 galeries parallèles, et une pente maximale de 12,5 pour 1000, bien plus raisonnable que les 30 pour 1000 actuels. Les trains de voyageurs pourront y circuler jusqu'à 220 km/h. La mise en service de la section transfrontalière est aujourd'hui annoncée à l'horizon 2032, sous réserve de la fin des travaux côté français et côté italien. Le tonnage des trains, aujourd'hui limité à 1600 tonnes avec 3 locomotives, passerait, grâce à ce tunnel, à 2000 tonnes pour une seule locomotive. L'un des objectifs majeurs du projet est de transférer une part importante du trafic de poids lourds qui franchissent aujourd'hui les Alpes par la route vers le rail, afin de réduire la pollution et les nuisances dans les vallées alpines. Ici, une station de traitement entièrement automatisée a été inaugurée en octobre 2025. Elle peut traiter jusqu'à 500 tonnes de roches par heure, alimentée par plus de 5 km de bandes transporteuses qui arrivent directement depuis les fronts de creusement.
L'objectif, ce n'est pas seulement de stocker ces déblais, mais de les transformer en ressources. La roche est concassée, triée et lavée. Environ la moitié des matériaux excavés doit être réutilisée pour le chantier lui-même, sous forme de granulats pour le béton du tunnel, de remblais ou de couches de forme pour la future infrastructure ferroviaire. TIV fixe à distance 60, de forme losange, en vue de la traversée de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Au niveau de la commune de Villars-Condren, nous passons sur le nouveau pont d'Hérès, long de 75 mètres, qui a remplacé, en août 2017, l'ancien ouvrage datant de 1901. Une pancarte Z marque l'origine de la zone à franchir à 60 km/h et un ralentissement 30 est présenté sur le signal C 2652. Nous allons passer par les voies de service de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne pour effectuer le maintien du bon fonctionnement des circuits de voie. Avec le projet du Lyon-Turin, l'ensemble ferroviaire de Saint-Jean-de-Maurienne a été totalement bouleversé. La future gare internationale et les nouvelles plateformes ferroviaires, qui doivent assurer la jonction entre la ligne historique et le tunnel de base, s'installent exactement à l'emplacement de l'ancien triage. La quasi-totalité des voies de triage a été déposée à partir de 2023 pour laisser place aux nouveaux ouvrages, talus, murs de soutènement, ponts ferroviaires et plateformes dédiées à la nouvelle infrastructure.
nous apercevons sur la droite l'usine Trimet, une grande aluminerie héritière de l'ancienne usine Péchinet. On y produit de l'aluminium primaire par électrolyse à partir d'alumine issu de la bauxite et d'anodes en carbone fabriquées sur place à partir de coke de pétrole. L'alumine est acheminée par ce train, au wagon très reconnaissable, depuis Marseille via Valence, le sillon alpin sud et Grenoble. Une fois l'aluminium liquide obtenu, il est transformé en alliage puis coulé sous forme de lingots, de plaques ou de fils, destinés notamment à l'automobile et à l'industrie. Le signal d'entrée nous présente l'avertissement, le rappel de ralentissement 30 et le tableau G. Nous sommes bien dirigés vers les voies de service de la gare. À partir de cette aiguille, qui nous dirige vers les voies de service, nous circulons désormais en marche en manœuvre. Nous sommes reçus à la voie 4, un des derniers vestiges de l'ancien triage, qui comptait avant les travaux une trentaine de voies de service. La réglementation nous impose l'arrêt à l'extrémité de ce faisceau de voies convergentes. L'ouverture du carré violet, propre à notre voie, constitue ensuite notre autorisation de mouvement. Nous pouvons nous remettre en marche.
Pour compléter le processus de maintien du bon fonctionnement des circuits de voie, nous allons passer par la voie 1 banalisée en gare. Un rappel de ralentissement 30 est présenté sur le signal de sortie. Nous allons rejoindre la voie 2. Au dégagement de cet appareil de voie pris en déviation, nous pouvons remonter à la vitesse de 60 km/h, comme nous le rappelait le TIV 60 et la pancarte Z implantée sur le signal précédent. Au dégagement de cette pancarte R, la nouvelle vitesse limite, pour les trains de notre catégorie, sera de 90 km/h. Ici, à droite, se détachait l'ancien évitement de Pont-à-Mafray. Il s'agissait d'une déviation ferroviaire à voie unique, longue d'un peu plus de 2 km, créée dans les années 1965. Cet évitement avait été construit après les crues catastrophiques de l'Arc et du torrent de la Ravoire, notamment en 1957, qui avaient gravement endommagé la ligne principale. L'idée était de disposer d'une voie de contournement en cas de nouvelle crue pour assurer un minimum de trafic. La déviation suivait un tracé plus en hauteur, avec une pente pouvant atteindre 30 pour 1000,
alimentée par une caténaire suspendue à des portiques en bois. Elle franchissait le torrent de la Ravoir grâce à un pont-levant électrique relevé par défaut qui ne pouvait être abaissé qu'en dehors des crues. En pratique, l'évitement de Pont-à-Mafray n'a été utilisé que rarement, surtout lors d'exercices ou de mises en service annuelles. À partir des années 2000, avec l'amélioration des protections contre les crues et l'évolution de l'exploitation, il a progressivement perdu son intérêt. Son démantèlement a débuté en 2012 et la ligne a été officiellement fermée en 2013. Encore visible à droite, c'est ici que se raccordait l'ancien évitement à la voie principale. Ralentissement 30. C'est bien la signalisation que nous attendions pour être reçus au triage de Saint-Avre. Les BB 36300 appartiennent à la famille des Astrides, des locomotives électriques tricourants conçues par Alstom à la fin des années 1990 sur la base des BB 26000 et livrées de 1996 à 2002. À l'origine, la série BB 36000 compte 60 locomotives, pensées dès le départ pour le fret international. 1500 volts continus et 25 000 volts alternatifs pour le réseau français, 3000 volts continus pour les prolongements vers la Belgique et l'Italie, avec bien évidemment les systèmes de sécurité correspondants. Sur le plan technique, ce sont des locomotives de 90 tonnes développant 5600 kW. Leur effort de traction leur permet de remorquer des trains de fret lourds, y compris sur des profils exigeants comme la Maurienne, en traction comme en pousse. Sur le papier, les BB 36000 ont été conçus comme de véritables locomotives internationales. Dans les années 2000, on les voit en tête de trains de fret entre la France et les grands faisceaux belges sur des relations de combinés au départ de la Lorraine ou de la région parisienne. À partir de 2003, leur carrière internationale se recentre peu à peu. Sur les 60 BB 36000 d'origine, 30 locomotives sont transformées et renumérotées en BB 36300. Cette sous-série est orientée vers l'axe franco-italien, avec une adaptation spécifique à la Maurienne et au tunnel du Fréjus, comme l'équipement SCMT, des dispositifs incendie, ainsi que l'aptitude à la pousse attelée et au fonctionnement en unités multiples. C'est à cette occasion qu'elles adoptent la livrée verte, avec le bandeau rouge de visibilité pour la circulation en Italie. On les retrouve alors sur l'axe Ciblin, Modane, Turin et Orbassano, en tête ou en pousse de trains de combinés et de flux industriels lourds. Elles sont aussi indissociables de l'AFA, l'autoroute ferroviaire alpine, inaugurée en novembre 2003. Sur un parcours de 175 km entre Ayton et Orbassano, elles effectuaient des navettes en unités multiples, en charge d'une rame de wagon Modalor, encadrant la célèbre voiture d'accompagnement pour l'acheminement des chauffeurs routiers. Cette image restera l'une des plus caractéristiques de leur carrière alpine et le symbole de l'interopérabilité pour laquelle elles ont été conçues. Nous reviendrons plus tard dans cette vidéo sur la fin de leur carrière et leur lent déclin. Avertissement, rappel de ralentissement 30 et tableau G, nous sommes bien dirigés vers le faisceau impair de la gare de Saint-Avre.
Le train dont nous devons assurer la pousse n'est pas encore arrivé. Mais voici que s'apprête à partir le train numéro 43 967 à destination de Modane, également poussé par une BB 36 300. C'est donc parfaitement à l'heure que nous nous immobilisons à la voie 15. Avant d'effectuer notre changement de cabine, nous croisons sur la voie 1 un train TER Auvergne-Rhône-Alpes assurant la liaison Chambéry-Modane. Il est suivi de près par le train numéro 47 337 Sibelin-Modane, assuré en unités multiples de BB 36 300 avec une locomotive de type BB 60 000 en véhicule. Et ce train nous intéresse particulièrement, puisque c'est lui que nous allons devoir pousser jusqu'à Modane. À son arrivée, sa composition est de 29 wagons pour une longueur de 402 mètres et une masse totale de 1828 tonnes, locomotive exclue. Une fois arrivé sur la voie 13, le train va être manœuvré. Les 15 wagons de tête, constituant un unique lot, sont coupés, puis tirés et refoulés sur notre voie. Une fois la manœuvre terminée, nous sommes autorisés à nous mettre en tête, ou plutôt en queue. L'attelage est ensuite réalisé, puisque nous allons assurer une pousse attelée. Pendant ce temps, de l'autre côté, la locomotive BB 60 000, qui était en véhicule, a elle aussi été manœuvrée et remise sur les wagons restés en gare de Saint-Avre. À l'issue de cette manœuvre, l'unité multiple de BB 36 300 repart dans l'impasse, afin de revenir en tête de notre rame. Un essai de frein est alors réalisé, et c'est à 14h47 que nous sommes maintenant prêts au départ avec cette rame de 18 véhicules pour une longueur de 255 mètres et une masse totale de 1619 tonnes, locomotive comprise.
conducteur de tête du 47 337 pour le conducteur de pouce. Le signal est ouvert, nous avons l'autorisation de mouvement, tu peux commencer à pousser. Allez, c'est bien reçu. Pour la pousse du 47 337, je décolle. Lors d'une pousse, qu'elle soit attelée ou non, et après en avoir reçu l'ordre par le conducteur de tête au moyen de la liaison radio, c'est le conducteur de pousse qui est principalement chargé d'assurer le démarrage du train jusqu'au dégagement des voies de service. Cela permet d'éviter des réactions dans la rame au passage des aiguillages et, dans le cas des pousses non attelées, de ne pas perdre le contact entre la locomotive de pousse et la rame. Une fois les aiguilles dégagées, le conducteur de pousse assure la mise en vitesse conjointement avec le conducteur de tête. Pour aborder le côté technique, le conducteur de pousse doit, avant le départ, isoler son KVB, afin de ne pas être pris en charge à chaque signal par ce système de sécurité. La répétition des signaux, elle, n'est pas isolée. Tous les signaux franchis fermés sont répétés en cabine et doivent être acquittés par le conducteur. En ce qui concerne le frein, la locomotive de pousse est raccordée à la conduite générale, mais c'est le conducteur de tête qui dispose de la commande normale du frein. Cependant, en cas de problème, le conducteur de pousse est lui aussi capable d'arrêter le train. Avec toutes les conditions réunies, à savoir une pousse attelée par une ou deux locomotives, une liaison radio entre les deux conducteurs et la commande du frein par le conducteur de tête, la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h.
En pouce, la vision est assez limitée en cabine. Pourtant, les conducteurs de Modane, aussi appelés les Mauriennais, n'ont guère besoin des indications du conducteur de tête pour pousser en toute sécurité. Chaque transition de vitesse est connue, anticipée, et le profil est maîtrisé sur le bout des doigts. En règle générale, la locomotive de pouce tractionne au maximum de ses capacités. C'est le conducteur de tête qui ajuste ensuite la traction pour maintenir la vitesse limite. Conducteur de tête du 47 337 pour la pousse, on arrive au TIV 60 de Saint-Jean. TIV 60, bien reçu pour la pousse. Passage en gare de Saint-Jean-de-Maurienne avec notre retard de 25 minutes dû aux manœuvres plus longues que prévues au départ de Saint-Avre. Comme vous pouvez le constater, le conducteur de pouce franchit chaque signal fermé, et bien que ce soit tout à fait normal dans le fonctionnement du bloc automatique lumineux, c'est toujours un peu déroutant, surtout les premières fois. On comprend également tout l'intérêt d'isoler le KVB.
conducteur de pouce du 47 337 pour la tête, on a bien dégagé le 60. TIV 60 dégagé, bien reçu pour la tête. C'est voie libre, on peut remonter à 100.
conducteur de tête pour la pousse, on arrive à Saint-Michel, transition à 80. 80 à Saint-Michel, bien reçu pour la pousse. C'est en gare de Saint-Michel-Valloire que la vitesse des trains de la catégorie MA 100 passe effectivement de 100 à 80 km/h. Mais nul besoin de freiner. Une légère coupure de la traction juste avant la gare et la transition de vitesse se fait en douceur. De retour maintenant dans la partie la plus difficile de la ligne avec cette première rampe de 30 pour 1000. Je vous laisse apprécier le chant des 4 moteurs asynchrones, si caractéristiques de notre BB 36300, qui résonne pour une des dernières fois dans la vallée de la Maurienne.
À la sortie du tunnel des Grandes Murailles, la signalisation va nous indiquer si nous sommes reçus sur le faisceau relais de Fourneau ou si nous serons garés sur le faisceau en gare de Modane. Verdict, voie libre. Nous ne rentrerons pas au triage de Fourneau. Conducteur de tête pour la Pousse, on a voie libre, on rentre pas à Fourneau, on va en gare. Ok, bien reçu, ça continue à pousser. Avertissement fermé sur le signal C203 qui précède le tunnel des Épines Blanches. Le conducteur de tête en informe la Pousse. Conducteur de tête pour la Pousse, on a l'avertissement au 203. Ok, bien reçu, je te laisse faire. Nul besoin de freiner dans cette situation. Il faudra même rester légèrement en traction pour pouvoir arriver au sommet de la rampe. Le conducteur de pousse cesse quant à lui de tractionner pour laisser gérer cette situation de signalisation fermée au conducteur en tête du train. Voici ce qui motive notre arrêt au signal d'entrée de la gare de Modane. Ce TGV réseau assurant le train numéro 9246 Milan-Paris, bien à l'heure,
nous coupe la route. Conducteur de tête pour la pousse, le 211 est ouvert en direction du triage. Allez, ça marche, c'est ouvert pour le triage. Avertissement, rappel de ralentissement 30 et tableau G. C'est bien la signalisation attendue, nous pouvons reprendre notre marche. Le conducteur de pousse aide légèrement au décollage du train, mais le profil n'est dorénavant plus un problème. À droite, au dépôt, les deux locomotives BB 7200 et BB 36300, précédemment croisées en gare de Saint-Avre, qui nous précédaient avec le train numéro 49367. Le train que nous venons d'assurer pour le compte de la société Imeris est en provenance de Lavofranche dans la Creuse. Il a pour destination Quattroville, près de Modène, en Italie. Avec ses wagons bleus très reconnaissables, il transporte des roches feldspathiques et des argiles destinées à l'industrie céramique. Extraits depuis la mine de Montebras, ils servent de matière première pour la fabrication de carreaux, de céramique et de porcelaine que l'on retrouve ensuite un peu partout en Europe. C'est donc avec une petite demi-heure de retard que notre train s'immobilise à la voie 12 du faisceau import de la gare de Modane.
Une fois la coupe de nos 2 locomotives effectuée par l'agent de manœuvre, nous sommes autorisés à évoluer jusqu'au dépôt. Sur notre gauche, dans ce qu'on appelle le dépôt italien, des locomotives Captrain E494, aussi connues sous le nom de Trax DC3, en attente d'un prochain service vers l'Italie. Construite à partir de 2017 à l'usine de Vado Ligure, elles fonctionnent sous courant continu 3000 volts et développent une puissance de 6000 kW. Leur circulation sous caténaire 1500 volts demeure toutefois possible, mais dans ce cas, leur puissance est limitée de moitié. Le TLC 313 nous présente un T fixe. Nous sommes autorisés à tirer. À gauche, ce carré violet fermé ne nous concerne pas. Sa flèche indique qu'il s'adresse à la voie la plus proche de lui, qui part à gauche en direction des voies principales. C'est sur la voie 40 du faisceau réception-import que nous changeons d'extrémité. Cette partie du faisceau présente la particularité d'être alimentée en 1500 volts côté français et en 3000 volts côté italien. Un sectionnement est présent à mi-parcours. Il marque le changement d'alimentation et le point à ne pas dépasser pour les locomotives françaises. Après ce changement de bout, le TLC 340 nous présente lui aussi le T fixe, qui nous autorise à nous mettre en mouvement. Passage au pied de Modane, poste de gare. Un poste de type électromécanique unifié, doté de 150 leviers, qui gère l'ensemble de la gare et la sortie côté Italie. Petite particularité, bien que nous soyons en territoire français, c'est une signalisation italienne que l'on retrouve dès la sortie de la gare de Modane jusqu'au tunnel du Fréjus et au-delà. Feu blanc clignotant et tableau D, nous sommes bien dirigés vers le dépôt. À droite, notre locomotive BB 36344 de pouces
qui attend son tour pour rentrer au dépôt. Immobilisation de la machine au droit de la pancarte « Arrêt » et mise en stationnement comme le prévoit la consigne. Elle sera garée ultérieurement par le surveillant de dépôt. Quelques minutes plus tôt, retour du côté de la locomotive de pouce, qui vient d'être déclée de la rame. Après une évolution vers l'impasse le long de la rotonde, on se retrouve en cabine pour ses derniers tours de roue. Alors que nous rentrons doucement au dépôt de Modane, quelques mots sur la fin de carrière de ces BB 36300. Avec les années, le parc est vieillissant. En plus de 20 ans de service, les kilomètres se sont accumulés. Des problèmes de fiabilité, présents dès leur mise en service, n'ont jamais été pleinement corrigés. Les indisponibilités et les immobilisations longues ont fini par peser de plus en plus lourd dans leur exploitation. Et même si pour les conducteurs italiens à la relève en gare de Modane, je cite, « va tutto bene », une fois en cabine, tout n'allait pas forcément aussi bien qu'ils pouvaient nous le laisser croire quelques instants plus tôt au pied de la machine. Pour rester en service encore longtemps, la série aurait nécessité une OPMV complète, une opération de prolongation mi-vie avec remise à niveau lourde de la traction et de l'électronique. Au dégagement de nos deux locomotives de tête, ouverture du signal en direction de l'impasse pour un ultime changement de bout. C'est à la rentrée 2025 que la décision finit par tomber sur l'arrêt de leur circulation chez Hexafret. Leur retrait récent du service sur l'Hexagone, à l'automne 2025, met ainsi fin à plus de 2 décennies de présence sur l'axe alpin. Les locomotives que vous voyez dans cette vidéo sont aujourd'hui garées dans le triage d'Ambérieu en Bugey, en attente d'un avenir bien incertain, revente à un autre exploitant ou transformation en banque de pièces détachées pour les dernières machines encore utilisables. Cette vidéo, au-delà de vous faire découvrir les coulisses des services de pouce en Maurienne, se veut aussi un hommage à cette série de locomotives. Pendant des années, elles nous auront fait rêver. Que l'on soit aux commandes, derrière un appareil photo ou simplement au bord de la voie, les BB 36300 n'auront jamais laissé personne indifférent. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de cette vidéo, avec passion, sur la voie comme dans l'ombre. Merci à vous d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout et d'avoir offert à ces locomotives un dernier regard. Et peut-être qu'un jour,
puisque dans le ferroviaire tout est possible, le chant des moteurs des BB 36300 résonnera à nouveau sur les rails.